C'est toujours un réel plaisir pour nous de vous savoir nombreux à suivre les contenus de Tcheleka Média. Ce soir, nous inaugurons sous le tapis le nouveau programme de Tcheleka Média consacré à l'actualité. Pour ce premier débat, nous parlons du projet de société du président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'accélération de la marche vers le développement. 100 jours déjà après la nomination du nouveau gouvernement, quel en est l'impact? Pour en débattre, je reçois ce soir des jeunes pétris de talents, voire de connaissances. Pour en parler, Victor Foutimolaka, conseiller municipal de la commune d'Infondo, maître également, et Prince Raoul Kanza, secrétaire général du mouvement de la jeunesse du parti Debout pour le Congo. Bonsoir monsieur et bienvenue. Bonsoir Madame Abiala. Bonsoir chers internautes de Tcheleka Média, merci de liker le contenu, partager et surtout abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la chaîne. Chers invités, plus de 100 jours après la nomination du nouveau gouvernement, quel regard portez-vous sur la gouvernance de chaque portefeuille ministériel? Maître. Merci beaucoup Madame Abiala, c'est un honneur pour moi d'inaugurer pour la première fois cette émission sur le tapis et surtout de retrouver mon compatriote très brillant, Monsieur Raoul Kanza. Nous allons débattre sur les questions de la nation, comme vous venez de le dire, après l'élection du président de la République en 2026. Il y a eu la nomination d'un nouvel gouvernement qui a fait déjà plus de 100 jours à la tête du gouvernement. Il est question de faire le bilan de chaque portefeuille ministériel. Mais au stade actuel, il est quand même imprudent de procéder par des analyses approfondies. Ce que nous remarquons actuellement, c'est qu'il y a pénurie de carburant depuis un moment. Le déplacement est de plus en plus difficile dans le pays. Le président de la République l'a dit pendant son discours qu'il devait mettre l'accent sur les 3 éléments essentiels, notamment la volonté politique, la bonne gouvernance, ainsi de suite, que nous allons décortiquer tout à l'heure sur votre plateau. Mais il est prématuré au stade actuel de faire le bilan de chaque poste de ministériel et voilà. Monsieur Kanza, est-ce imprudent de faire l'analyse de chaque portefeuille ministériel au stade où nous sommes? Merci madame. Je fais mien les propos liminaires de mon co-débatteur et c'est toujours un honneur pour moi aussi de le retrouver sur un plateau. Et nous disons merci à Tcheleka Média qui est aujourd'hui un espace qui permet aux jeunes de s'ouvrir, de s'exprimer et c'est très important pour la démocratie. Alors, la question qui s'y est de poser, qui est même centrale dans notre échange, c'est de savoir est-ce que accélérant la marche vers le développement est un slogan ou de la réelle politique? Nous considérons que au stade actuel dans notre pays, c'est à U et à Dia d'évoquer le terme développement. Pourquoi? Parce que le développement ne part pas ex nihilo. Un développement obéit à des étapes successives. On ne peut pas escamoter l'émergence et demander d'accélérer une marche vers le développement. Vous savez, madame, pour nous, accélérant la marche vers le développement relève d'une illusion. Pour nous, accélérant la marche vers le développement, ce n'est pas qu'un avis, c'est d'ailleurs une conviction, et une conviction qui se fonde sur des éléments factuels et objectifs. Vous savez, madame, dans le contexte économique et financier social actuel, trouble qui résulte d'ailleurs de la gouvernance du régime actuel, la seule marche qui soit possible d'accélérer, c'est peut-être la marche arrière. Donc, aujourd'hui, attendre que notre pays décolle au stade actuel, je considère, à mon humble avis, c'est que on a manqué de réparer d'abord ce qui ne va pas et on court vers un développement qui, à mon sens, est illusoire. Il faut avoir le courage salvateur, le courage politique salvateur de dire que la classe politique actuelle a échoué et a même échoué à telle enseigne qu'elle a perdu la confiance des Congolais. Vous savez que Je reste avec vous, Kanza, je reste avec vous. Selon vous, le projet de société de ce nouveau quinquennat, c'est l'accélération de la marche vers le développement. Vous dites qu'on n'accélère pas, plutôt on recule. Cette accélération dont vous refusez se fait-elle réellement sentir? Est-ce qu'elle donne-t-elle le temps déjà au sein des administrations? Je dis accélérant la marche vers le développement, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que nous vivons déjà les conséquences des projets de société du régime actuel qui ont échoué. Pour la petite histoire, madame,
Nous avons eu la Nouvelle Espérance en 2002, qui mettait l'accent sur la consolidation de la paix, la relance des infrastructures, des services de santé et de base comme l'école. Quel est l'état de notre éducation actuellement? Quel est l'état de nos hôpitaux? Les Congolais meurent parce que il manque de quoi payer certains soins. Les Congolais meurent parce que des agents de santé impayés se révoltent dans un espace sacré comme l'hôpital. Est-ce que vous voyez quel est le rapport aujourd'hui de l'État, des gouvernants actuels avec les Congolais sur le plan de la santé? Quel est le rapport aujourd'hui de l'État avec les agents qui évoluent sur le secteur privé? Nous avons eu en 2009 le chemin d'avenir qui mettait un accent sur les politiques dites de grands travaux, construction des ponts, construction des barrages, un lourd investissement en matière d'électricité. Mais quelle est la situation de l'électricité dans notre pays? Avec un lourd investissement qui se fit en matière énergétique, mais désolé, aujourd'hui le Congo serait un paradis énergétique. Encore sur le plan des constructions. Combien d'éléphants blancs que nous avons dans notre pays? Donc des projets inaboutis. Lorsque nous arrivons en 2016, on nous a parlé de quoi? De la diversification de l'économie. Il fallait diversifier l'économie, professionnaliser les jeunes, arrimer notre pays à l'économie numérique. Mais nous constatons que même lors de son message, le chef de l'État, le 14 août, il est revenu sur l'économie numérique. Parce que lui-même, il a fait le bilan de la gouvernance antérieure. Et je pense que ce n'est pas tort, s'il vous plaît, que le président de la République insistait, il ne faudrait pas que l'actuel projet de société soit un slogan, un leurre. Parce que je suis conscient qu'au fond, le président de la République a senti au fond de lui le fait que notre pays tourne en bourrique. Voilà d'entrée de jeu ce que l'on peut dire. Oui. D'accord, nous allons évoluer dans cet échange de ce soir. Ce projet de société se décline en 20 missions articulées autour de grands chantiers économiques, sociaux et de gouvernance pour tout le quinquennat. Vous l'avez souligné tout à l'heure, Monsieur Fouti-Molaka. Est-ce que et pourquoi la concentration? J'aimerais savoir pourquoi la concentration de ces 3 chantiers exactement dans ce projet de société qui est résumé en 20 missions. Lesquelles, madame? Nous avons le chantier économique, sociaux et de la gouvernance. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, en réalité, de faire une analyse de gouvernance telle que la gestion de prison s'assoule, il faut commencer par faire un peu la rétrospective du bilan antérieur. Or, le problème avec la gestion actuelle, c'est qu'on ne sait pas s'arrêter. On ne sait pas faire le bilan à un moment donné pour voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Or, lorsque vous voulez qu'on analyse le nouveau projet du président de la République, il fallait qu'on commence d'abord par faire l'analyse de l'ancien projet de société qui est le projet de 2021 à 2026. Le bilan a été fait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Vous allez voir que en 2021, lorsque le président de la République nous a parlé de l'année de la jeunesse, on devait faire ce bilan. Aujourd'hui, combien de jeunes ont été recrutés à la fonction publique? Combien ont été recrutés dans le secteur privé? Parce qu'à l'époque, on nous avait promis 100 000 emplois, 90 000 dans le secteur privé et puis 10 000 dans le secteur public. Est-ce que dans le secteur public, combien de jeunes ont été recrutés, par exemple dans le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, ainsi de suite, pour comprendre, pour projeter l'avenir? Bon. Quand cela le tient, vous allez remarquer que ça n'a pas marché en réalité. Maintenant, le président de la République aujourd'hui met l'accent sur la bonne gouvernance. C'est un élément essentiel. Mais vous savez, la bonne gouvernance a des piliers. Et parmi les piliers de la bonne gouvernance, vous avez l'état de droit. Mais lorsqu'on parle de la bonne gouvernance, on voit l'état de droit, mais dans un pays sérieux, où on a mis l'accent sur les jeunes, on ne pouvait pas procéder par les exécutions sommaires que nous avons constatées entre 2021 et 2026. Parce que aujourd'hui, le taux de chômage est de plus en plus élevé dans le pays. Et vous avez un phénomène social qu'on n'arrive pas à éradiquer, le phénomène de l'homme noir. Et nous avons constaté ici, nous l'avons critiqué sur le plateau de Téléka Média, qu'un gouvernement qui a une jeunesse
qui est la clé de voûte du développement, on procède par des exécutions sommaires. Et pour moi, je me dis que c'est pour éliminer le dos du crime. Mais madame, c'est pas la solution. Mais tel qu'ils ont fait aujourd'hui dans le département de la Bouenza, à Madingou, on appelle le site là quoi, Aubéville. Mais c'est d'abord une avancée, il faut féliciter le gouvernement dans ce sens. Il faut encadrer ces jeunes-là qui se sont désolidarisés de la République. Il faut les apprendre, ils doivent apprendre des métiers pour que demain ces jeunes puissent devenir utiles dans la société. Voyez-vous, il y a des questions de sécurité, il y a la corruption, parce que la gouvernance c'est tout ça. Vous avez aujourd'hui un système de gestion incarné par le président public où la corruption était érigée en système de gestion. Et lui-même, dans son discours, j'ai suivi, il parle de la corruption. J'ai suivi le ministre de l'Intérieur qui a parlé de l'histoire des passeports. Mais qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui dans la gouvernance actuelle? Parce que vous voulez qu'on puisse faire le bilan de chaque ministère. Aujourd'hui, vous avez le ministère de l'Intérieur. Parlons-en, l'histoire des passeports. On arrête des mini-frétins, comme on le dit, au lieu d'arrêter les gens qui sont dans le circuit. Voyez-vous, c'est un problème. Parlons de la décentralisation, Madame Mabiala. Aujourd'hui, la décentralisation n'est qu'un slogan dans notre pays. La décentralisation ne fonctionne pas parce que les institutions locales ne fonctionnent pas. Moi qui suis conseiller municipal, vous pouvez faire 2 ans, une année sans tenir une session. À qui la faute? Mais c'est la faute du gouvernement. Raison pour laquelle il faut faire un bilan. Le problème au stade actuel du président de la République, les discours c'est bien, mais les actes c'est mieux, Madame Mabiala. Parce qu'aujourd'hui, le président de la République a fait plus de 40 ans au pouvoir. Mais nous constatons qu'on revient sur les mêmes choses. Aujourd'hui, on parle de la digitalisation du secteur numérique, notamment le secteur des impôts. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de lutter contre la corruption, c'est de lutter contre la fraude fiscale et autres. C'est bien, mais il faut que ça soit concrétisé. Parce que le même gouvernement du président Sassou nous a promis ici dans le secteur social l'automatisation de la retraite. Où en sommes-nous avec l'automatisation de la retraite? Parce qu'on va en projet en projet. On ne finit pas tel projet, on ne finit pas ce projet-ci, on entame un autre projet. Il faut commencer par faire le bilan. Nous sommes avec l'automatisation de la retraite. Aujourd'hui, vous avez nos parents qui sont retraités. Il peut faire 2 ans sans bénéficier de sa pension. Vous constatez que la plupart de nos parents meurent ici par AVC parce qu'ils n'ont plus rien. Et vous savez que lorsque vous êtes fonctionnaire, vous ne pouvez pas être riche. C'est quasiment impossible. Les gens ont cotisé année en année, mais ils n'ont pas leur pension. Donc, madame, c'est clair avec la gestion actuelle du président Sassou. Donc, s'il faut faire le bilan, s'il faut projeter, il faut commencer par repartir en arrière. Mon co-débatteur ici a parlé de la municipalisation accélérée en 2009. Mais vous allez dans tous les départements, il y a des éléphants blancs. Plus tard qu'avant-hier, je revenais de Djambala, je voyais les infrastructures ici, qu'on n'arrive même pas à finir. Vous allez dans la Likwala, c'est la même chose. Le président de la République nous a promis ici le corridor 13. Où en sommes-nous avec le corridor 13? On nous a parlé de l'émergence d'ici 2025. Où en sommes-nous avec l'émergence? On n'en parle plus. Mais l'émergence, c'est petit à petit, c'est un processus, l'émergence. J'espère qu'il y a un adage public qui dit gouverner, c'est prévoir. Lorsque vous avez un président de la République qui a tant d'expérience dans la gestion de la chose publique, il vous dit depuis 2009 que 2025, c'est l'année de l'émergence. Ça veut dire qu'on a pris le temps de calculer. On a mis en place toutes les statistiques, les bilans économiques et autres. Mais où en sommes-nous aujourd'hui? Le pays est à terre, nous sommes en rouge. Le pays est pratiquement en cessation de paiement. Donc, Madame Mabiala, c'est quand même difficile de faire le bilan de cette gouvernance. Mais le souhait, nous ne voulons pas dire ici que rien n'a été fait. On a eu à construire des hôpitaux. On a eu à construire des routes, même si en construisant ces routes, on a eu à endetter le pays. Parce qu'il faut qu'on dise à la population. Par exemple, la route Brazzaville-Pointe-Noire, on a endetté le pays jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'entretien de la route est fait par les étrangers, plus précisément les sociétés chinoises. Mais le développement d'un pays passe aussi par les partenariats, n'est-ce pas? Bien sûr, mais tous les pays peuvent connaître des dettes. La France a des dettes. Mais il faut que cette dette soit utile pour le pays et que cette dette serve aujourd'hui et demain. La difficulté avec nous, c'est quoi, madame? Puisqu'on parle de développement, il y a même un adage qui dit, on ne peut pas courir si on n'a pas d'abord appris à marcher. Quelle est la situation de notre pays aujourd'hui pour espérer un développement?
Vous savez, la politique est différente de la religion. Il n'y a pas de superstition dans la politique, puisque la politique est factuelle. Quelle est la situation économique de notre pays? On nous a parlé de la diversification de l'économie depuis des lustres. Aujourd'hui, notre économie est fortement dépendante des ressources naturelles, au demeurant épuisables. Il faut bien qu'on le dise. En ce qui concerne la dette publique, nous vivons aujourd'hui les effets de la dette. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en 2016, madame, notre dette publique était à 2785 milliards. 2785 milliards en 2016. Parce qu'il faut bien suivre la situation du Congo. 2785 milliards. Soit 10 ans après, notre dette publique a été multipliée plus de 3 fois. Nous sommes aujourd'hui à 8254 milliards. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'État a recours à la dette pour faire face aux effets de la dette. Est-ce qu'on va s'en sortir? Nous ne pensons pas. Est-ce que dans cette situation, on peut parler de développement? C'est illusoire. On nous a parlé de la diversification de l'économie. Jusqu'aujourd'hui, le Congo, la République du Congo, est un État rentier. Pourquoi? La preuve. Le pétrole apporte 70% en termes de recettes publiques dans notre budget. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on nous débarrasse de ces ressources naturelles que Dieu nous a données, sans effort politique particulier, notre économie, c'est une économie fragile. On ne parle jamais de développement si on n'a pas atteint le stade de l'émergence. Donc, c'est pas de façon anodine, même à l'époque, que le régime actuel parlait d'abord de l'émergence. C'est ce qu'a dit le conseiller Fouti. Est-ce qu'on a fait un point sur l'émergence pour aujourd'hui parler de l'accélération de la marche vers le développement? Sur le plan gouvernemental, sur la situation économique, il y a la corruption qui ronge notre administration. Le président de la République a même insisté dans son discours. Il faut aujourd'hui faire des efforts pour numériser notre administration afin d'éviter l'évasion fiscale. Ça veut dire quoi? Le chef de l'État est conscient que il y a des brebis galeuses dans la gestion des finances publiques. Nos finances publiques sont dégradées, madame. Nos finances publiques sont dégradées. Donc, le président est conscient qu'il y a un problème de gouvernance. Mais ce qui manque au président de la République, c'est le courage de dire il faut peut-être essayer un nouveau logiciel. Il faut peut-être essayer un nouveau logiciel. Comme a dit le conseiller Fouti, on ne peut pas partir de projet de société en projet de société, de programme en programme, de promesse en promesse, sans déclencher les moindres étincelles du développement ou de satisfaction du peuple. Moi, j'ai entendu une dame me dire, elle a vu perdre son fils qui devait être opéré au CHU parce que le médecin qui était chargé de cette opération n'était pas arrivé. On a cherché même à contacter, le médecin dit, je viens pas, je ne suis pas payé, je suis humain aussi. Voilà la situation de nos services publics, madame. Pour un pays aussi riche. Donc nous considérons, au stade actuel, il est illusoire. C'est une politique, comme a su le souligner le conseiller Fouti, c'est une politique qui résulte d'une démarche de gestion qu'on appelle du coq à l'âne. C'est du coq à l'âne. On commence ici, on laisse. Récemment, puisque vous parlez tant du gouvernement, mais le gouvernement dernièrement nous a parlé de quoi? Et vous étiez même au front, on vous suivait sur des questions de gouvernance. On a parlé lors des quinzaines des 12 batailles, je crois. On a parlé des 12 batailles, on a parlé de l'année de la jeunesse. Aujourd'hui, patatras, on quitte les 12 batailles. Aujourd'hui, ce sont des missions sans transition, sans explication. Mais, madame, on n'a pas besoin d'être érudit pour comprendre que c'est un régime aux abois. Si l'on veut aider le chef de l'État, c'est avoir le courage, comme on a dit dans nos propos liminaires, de lui demander d'essayer d'autres sons de cloche. Et c'est légitime dans une démocratie. C'est légitime dans une démocratie. Nous allons évoluer. Je reste sur le même point avec vous, Monsieur Kanza. Lors de son adresse, lors de son adresse, le 14 août dernier, le président de la République a dit, je cite, je n'accepterai pas que l'accélération de la marche vers le développement se réduise à une clause de style ou à un simple slogan. Qu'est-ce que le président essaie de nous faire comprendre par cette interpellation, Monsieur Moulaka? Bon, vous savez, le président de la République, il est fort dans ce genre de discours. Parce que malheureusement, on ne sanctionne pas. C'est ça le problème. Est-ce que
le manque de sanctions serait la cause? Mais bien sûr, parce que lorsque vous constatez la gouvernance du président Sassou, on travaille même avec les mêmes acteurs depuis toujours. Et lorsque vous observez, lorsqu'il faut approfondir ce gouvernement, vous avez des acteurs qui ont détourné les fonds publics de l'État, mais qui n'ont jamais été sanctionnés. Nous avons des institutions de transparence qui ont fait le travail ici dans ce pays. Vous avez les rapports, le président de la République a des rapports sur son bureau. Mais malheureusement, ces gens-là ne sont pas sanctionnés. Moi, je me rappelle bien, monsieur Lamine Guélé, à l'époque, il présidait la commission de la lutte contre la corruption, avant que ça devienne la haute autorité de la lutte contre la corruption. On a eu à constater le détournement de 2 milliards auprès du ministre de l'époque, il était le ministre de l'énergie, de l'hydraulique, monsieur Tister Tchikaya. Mais si aujourd'hui vous avez un monsieur comme Lamine Guélé, on a dissous cette institution, mais c'est à cause de ce problème. Mais les gens veulent une chose et son contraire, malheureusement. Vous savez ce qui caractérise la gouvernance actuelle du président Sassou, c'est le pouvoir, rien que le pouvoir. Les gens n'ont aucune volonté de changer le pays, madame. Parce que si véritablement il y avait cette volonté, monsieur Kanza vient de parler du CHU, vous voyez, aujourd'hui, une grande institution sanitaire comme le CHU, qui va de grève en grève. Mais regardez aujourd'hui Médicis, de notre compatriote ici sur l'avenue de la Paix. Mais quand vous allez là-bas, vous avez des soins adéquats. Contrairement à la santé publique de nos hôpitaux. Mais là-bas, il faut avoir de l'argent, c'est le privé. Mais est-ce que l'État peut manquer de moyens pour faire un tel hôpital? L'État ne manque pas de moyens. C'est l'État qui a plus de moyens que le secteur privé, madame Abiala. Aujourd'hui, vous avez les hôpitaux généraux qu'on a construits ici et là. C'est très bien. Mais il faut qu'il y ait des plateaux techniques. Et les plateaux techniques de qualité, il faut former aussi les agents. Question pourrait de mettre en exergue ce plateau technique-là, madame Abiala. Donc, moi, je pense que le président de la République a parlé même de la volonté politique. Mais la volonté politique, il y a la parole, mais il y a aussi les actes. Bien sûr. D'où il veut que ce quinquennat soit plus pragmatique que les précédents. Mais le problème, c'est qu'il le dit toujours. Bien sûr. Il le dit toujours. Mais on dit aussi que la répétition est la mère des sciences. C'est pas mauvais. Bien là, lorsqu'on constate que dans les faits, c'est pas le cas, on va continuer à croire à un discours. Nous attendons les actes. Vous savez, notre souhait, c'est pas parce que nous n'aimons pas le président de la République. Non, c'est pas ça. Notre souhait, c'est de voir notre pays connaître une émergence, un développement, pour que demain nos enfants puissent vivre dans un pays digne de ce nom. Nous avons toutes les potentialités. Mon compatriote ici, Raoul Kanza, a parlé de... Nous avons le pétrole, nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Mais pourquoi on ne peut pas mettre un peu du patriotisme pour contribuer à l'évolution de ce pays? Il y a manque du patriotisme. Merci, madame. Mais c'est profond ce que vient de dire le conseiller Fouti. Il n'y a qu'à voir la liesse qui gagne les gens lors des nominations. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des administrateurs et des hommes politiques qui ignorent que servir l'État, c'est une charge lourde. C'est-à-dire que quelqu'un nommé, que ce soit maire, ministre, mais ce qui compte chez lui, c'est faire un concert de casserole. L'acteur ne mesure pas, ou le cadre ne mesure pas qu'il a le poids de l'intérêt général dans sa gestion. Cela témoigne déjà de l'aventure qu'on vient faire dans la gestion de l'État. Moi, je n'ai jamais vu une vidéo ou un film où un cadre ici et là est nommé en Occident et vous allez voir organiser une fête. Je n'ai jamais vu. Parce que là-bas, on a une conscience, ce qui pousse même à la démission. Mais madame, nous sommes dans un espace qui angoisse les Congolais. Les projets de société passés ont conduit le Congo dans une situation chaotique, il faut le dire. Dans nos propos susmentionnés, nous avons dit, madame, avec un investissement lourd qu'on a pu faire en matière d'énergie, mais aujourd'hui, le Congo serait un paradis énergétique. Bien sûr. Mais nous avons des coupures d'électricité qui durent le temps d'une grossesse. Chez nous, à Mayanga, à Brazzaville, de novembre jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucune stabilité dans la fourniture. Donc l'État n'est pas dans la mesure de satisfaire non seulement ses gouvernés,
au même moment ses clients, puisque l'État aussi tire profit de cette activité. Effectivement. Et même quand le compatriote fait un effort d'avoir un moyen de production de l'électricité personnelle, donc le groupe électrogène en l'espèce, il n'y a même pas le carburant. C'est-à-dire, on amène les Congolais à un stade où on ne sait pas à quel sens se vouer. Les Congolais souffrent, madame. Un problème de déplacement. Les Congolais souffrent, la situation est chaotique. Ceux qui ne disent pas la vérité au président de la République. D'ailleurs, moi, je suis conscient d'une chose, madame. Le chef de l'État est bien informé. Il est conscient qu'il a une équipe qui n'atteint pas ses objectifs. Mais monsieur le président, dans votre discours le 14 décembre, vous avez même évoqué la permissivité. Ça dit... C'est pas le 14 août? Le 14 août, pardon. Il a évoqué, le président, la permissivité. Moi, avec le recul, je me dis que le discours du président de la République, c'était une forme d'aveu. Une confession qui n'a pas dit son nom. Le chef de l'État, selon vous, le chef de l'État s'est rendu compte qu'il a promis monts et merveilles aux Congolais, il a tout donné, mais il a du mal d'atteindre ne serait-ce que la moitié de l'idéal. Je reste sur l'interpellation du président de la République lorsqu'il interpelle. Attendez, monsieur Kanza, lorsque le président interpelle, il s'attend-il pas à un changement réel et mesurable? Le président s'attend, mais est-ce que le président prend le soin de contrôler et de sanctionner? Parce que, madame, la difficulté dans notre pays, c'est le tout politique. Nous revenons par exemple sur le cas des passeports. On change un ministre dans un même régime. C'est le même régime. Un nouveau arrive, fait, pour ne pas dire des leçons à celui qui était là. Mais celui qui était là, il a été nommé sous la volonté de qui? Du chef de l'État qui vous a nommé. Effectivement. Donc, faire ces leçons-là au ministre qui était passé, c'est dire indirectement et faire des leçons au président de la République. Sur l'affaire des passeports, la fonction publique, il y a eu dans ce pays un ministre qui avait battu un travail dans ce sens. Le ministre Gabriel Anchaïbia, qui avait fourni un travail important. Mais quel était le résultat? Qu'est-ce qu'on a fait de sa gestion? Les doublons à la fonction publique, c'est pas d'aujourd'hui. La gestion des pensions, ainsi de suite, c'est pas d'aujourd'hui. Donc, nous faisons du remue-ménage sans atteindre le fond. Nous tournons en bourrique. Nous pensons que nous, au sein de Debout pour le Congo, il faut créer des conditions d'alternatives. Il faut peut-être essayer un autre logiciel de gestion. Comme quoi, par exemple? Comme quoi? Pour nous, par exemple, on a une mesure très simple pour l'économie. Il faut réduire la dépense de l'État. Pensez. Et c'est incompréhensif. Nous sommes dans un contexte financier, économique difficile. Les partenaires internationaux, notamment le FMI et tous les autres bailleurs, nous exigent de réduire notre dépense publique. Accorder la priorité à des dépenses qui ont un impact direct dans le fonctionnement de l'État, notamment les dépenses régaliennes et la vie des Congolais. Pensez-vous qu'il soit impossible de gouverner ce pays avec 20 ministres? Mais nous avons combien de ministres aujourd'hui? Et pour quel résultat? Est-ce qu'on a besoin d'un vice-premier ministre à l'heure actuelle? Donc, nous avons un budget de l'État. Et c'est même pas prévu dans la Constitution. Voilà, nous avons une dépense publique budgétivore pour rien. Le Conseil consultatif de la jeunesse. Oui, le gouvernement nous a dit une fois, c'est une institution constitutionnelle. Le gouvernement n'a pas compétence à la supprimer. Oui, mais c'est le fruit de la gestion actuelle. La réforme constitutionnelle. Est-ce qu'on a besoin d'un conseil aujourd'hui qui répète, pour ne pas dire les mêmes propositions que ferait par exemple un conseiller du Premier ministre à la jeunesse, le Premier ministre un conseiller à la jeunesse, le président de la République un conseiller à la jeunesse. Nous avons encore un ministère dédié à la jeunesse. Vous voyez? Donc, c'est des dépenses superfétatoires. Nous devons avoir conscience dans notre pays, nous n'avons pas d'argent. Non seulement nous n'avons pas d'argent parce qu'on n'a pas su diversifier, créer des conditions alternatives de mobilisation de recettes, mais nous continuons à amplifier les dépenses d'État. La question que je pose au régime actuel, Covadis, où vas-tu? Où vas-tu? Sinon que conduire les Congolais dans une situation où, ils ne sauront plus faire le rattrapage. Nous risquons de perdre ce pays, madame. Monsieur Fouti-Molaka, est-ce que la pluralité des portefeuilles ministériels ralentit le développement de notre pays? Madame Abiala, vous savez, la multiplication des portefeuilles ministériels a un impact du point de vue financier.
nous l'avons dit plusieurs fois, ici même sur le plateau de Tcheleka Média, que le pays avait un problème de finances. Le pays a un problème de finances. Le pays est pratiquement en situation de paiement. Il faut réduire le train de vie de l'État. Et parmi les facteurs de réduction du train de vie de l'État, c'est la réduction des postes ministériels. Vous êtes d'avis avec Kanza? Mais effectivement, et nous l'avons dit dans notre projet de société gouverner autrement à l'époque, que aujourd'hui, ça sert à rien d'avoir plus de 30 ministres. Un petit pays comme le Congo, on peut gérer le pays avec 25 ministres. C'est possible. Et madame, à l'allure où vont les choses, moi je suis de ceux qui pensent que il faut même supprimer le Sénat. Il faut supprimer le Sénat pour réduire le train de vie de l'État, parce que cette institution ne sert à rien. Pourquoi je le dis? Parce que cette institution n'est que le fruit de la décentralisation. Okay. Si vous avez une décentralisation qui ne fonctionne pas, vous avez les conseils municipaux et départementaux qui ne tiennent pas des sessions. Il est préférable, et par rapport à la loi, nous avons deux façons de gérer l'administration. Nous avons la décentralisation et la déconcentration. Restons dans la déconcentration. Procédons tout simplement à la nomination des administrateurs maires, des sous-préfets, pour qu'ils gèrent l'administration. Et laissons cette délocalisation à d'autres directions. Parce qu'aujourd'hui, si vous avez une institution comme le conseil départemental et municipal, qui ne tient pas régulièrement les sessions, qui ne fonctionne pas d'ailleurs, ou vous avez les agents locaux qui ne fonctionnent pas, alors que le Sénat n'est que le fruit de la décentralisation. Finalement, je me dis que la décentralisation qui a été constitutionnalisée dans notre constitution de 2025, quand vous lisez l'article 1er de notre constitution, on vous dit que le Congo est un État démocratique, laïque et décentralisé. Mais la décentralisation n'est qu'un mythe au Congo. Ça fonctionne pas. Mais au profit de qui? Raison pour laquelle, s'il faut faire le bilan de la gestion du pouvoir actuel, c'est catastrophique, Madame Abiala. Je vais revenir un peu par rapport aux propos de mon co-débatteur ici. Il a parlé de la responsabilité lors des nominations. Vous savez, la nomination comme administrateur, maire, préfet, ministre, tout ça, c'est une responsabilité étatique. On se réjouit pas lorsqu'on est nommé à une fonction étatique. Au contraire, on a peur parce qu'il faut gérer. Or, dans notre sociologie politique, mais lorsque vous êtes nommé, comme on le dit en lingala, et il tourne, bien sûr. Et vous avez la famille qui est tout autour de monsieur, alors que ce n'est pas ça. Et lorsqu'on est nommé à une fonction, on ne peut pas jubiler sur les réseaux sociaux. On doit être conscient parce qu'on doit gérer le pays. On doit réfléchir comment contribuer à l'évolution de son pays. Comment régler les problèmes quotidiens des populations. Aujourd'hui, vous avez le peuple qui souffre. Le président de la République parle de le peuple congolais est résilient. Mais le peuple congolais est en train de consentir beaucoup de sacrifices. Parce que nous n'avons pas besoin des crises dans ce pays. Si nous étions un pays où il y avait une société civile forte, mais tous les jours, on devait avoir les marches dans ce pays. Bien sûr. Mais parce que rien ne marche. On met beaucoup plus l'accent sur l'enseignement général. Alors que Madame Abiala, lorsque vous aspirez au développement, il faut mettre l'accent sur l'enseignement technique. Mais allez-y à l'enseignement technique. Il n'y a pas d'enseignants. Surtout dans les matières techniques, il n'y a pas d'enseignants. Mais on ne cesse de créer des lycées professionnels ici et là. Mais pour quel intérêt? Lorsque vous créez ces lycées professionnels, au sein de ces lycées, il n'y a pas des enseignants pointus en la matière pour enseigner ces gens-là. Parce que lorsque vous sortez d'un lycée technique, ça veut dire qu'automatiquement, vous allez vers le métier. Mais allez-y demander à ces jeunes-là. Donc, Madame Abiela, il y a beaucoup de choses à faire. Moi, je pense que à un moment donné, le président Sassou devait s'asseoir, dire, bon, écoute, nous avons la constitution qui le permet d'appeler les partis politiques de l'opposition, la société civile, pour que nous essayions de faire un bilan de notre pays. Vous parlez d'un dialogue, alors combien de dialogues ce pays a-t-il? Nous ne parlons pas ici d'un dialogue politique, parce que nous allons vers une élection. J'ai dit à un moment donné, il faut s'asseoir parce qu'on lui a confié le pouvoir depuis tant d'années. Oui. Mon co-débatteur ici a parlé de la plupart des conseils consultatifs, mais à l'époque, nous l'avons dénoncé. Qu'on ne pouvait pas changer la constitution de 2002 ou de 2001 parce qu'on voulait satisfaire le président de parce qu'on voulait seulement la conquête du pouvoir. Pour le pouvoir, nous l'avons dit. Mais quelle est la conséquence de changement de la constitution? Nous avons vu ici la création de beaucoup de conseils consultatifs qui ne servent absolument à rien dans le pays. Parce que lorsque vous avez ici le conseil consultatif de la jeunesse, vous avez ici le ministre de la jeunesse, vous avez aussi un autre conseil national de la jeunesse. On fait quoi avec?
Madame Mabiala. Et c'est Ça, budgétivement quel résultat? pour rien. Il y a quel résultat? Nous avons ici le ministère des Finances, nous avons l'inspection générale des Finances, nous avons ici le Conseil consultatif économique et social, nous avons eu à l'époque même un TAC créé où c'est M. Gilbert Ondongo qui gérait l'histoire économique, ainsi de suite. Oui. On crée des postes, ainsi de suite, alors que le pays est en cessation de paiement. Très bien. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le gouvernement a plus de 4 mois d'arriéré où on ne paye pas les gens? Quand vous allez à l'Assemblée nationale, c'est catastrophique. Vous allez au CHU ici, c'est catastrophique. Vous avez l'université Marien Ngouabi, où on est censé former les élites du pays. Cette institution ne fonctionne pas. S'il faut faire le bilan des universités, ça fait plus de 40 ans au pouvoir que le président est là. On a créé comme une université. Il a promis en 2021 construire une université à Pointe-Noire. Où en sommes-nous avec l'université de L'université de Nissa Nguesso à Kintélé, monsieur. Madame Mabiala, où en sommes-nous avec l'université de Pointe-Noire, projet de société du président de la République? Rien ne marche. Mais c'est parce que les gens sont là pour le pouvoir, rien que le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'on devrait passer par des sanctions pour qu'il y ait amendement ou bien changement réel? Oui, madame. Il y a une contrainte pour moi qui suis juriste. Vous savez que la règle de droit en elle-même, ce n'est qu'une règle. Et elle trouve un sens lorsqu'il y a un revers de la médaille, c'est-à-dire il y a la sanction. La permissivité ne va jamais favoriser notre pays à un décollage vers le développement. Ça ne va jamais favoriser. Vous savez, il est regrettable dans ce pays qu'il y ait des gens qui veulent entendre un son de cloche au président de la République à des fins personnelles, ce que nous considérons, nous, comme des séducteurs, alors que le président de la République lui-même, je suis convaincu, est conscient que les choses ne marchent pas. Le président de la République est convaincu que les choses ne marchent pas. Le président de la République sera le seul à assumer toute cette histoire. Monsieur le président de la République, n'ayez pas une main tremblante au moment de la sanction ou de la révocation. Madame, pourquoi nous disons que c'est une gouvernance du coq à l'âne? On a plébiscité la haute autorité de lutte contre la corruption ici. Mais aujourd'hui, c'est une institution fantôme. C'est une institution fantôme, alors que cette institution était un bras armé qui permettait d'appuyer la justice. On avait donné le pouvoir à la HALC de fouiller, de fouiner le fonctionnement des administrations, de faire des rapports fondés, mais ça pouvait même être à titre existentiel un élément de dissuasion. Dans ce pays, vous avez des gens qui se considèrent au-dessus des institutions. Des gens qui se substituent à la règle de droit. Les Congolais ne sont pas protégés, madame. J'ai vécu un fait qui a nourri davantage mon engagement politique. J'étais dans un commissariat. Vous savez, actuellement, avec les jeunes conducteurs des motos, ils sont traqués à telle enseigne que le policier lui-même sur le terrain devient législateur. C'est-à-dire, il ne se contente pas d'appliquer ce qui lui a été donné comme consigne, comme règle à faire respecter, à rappeler aux citoyens. Le policier sur le terrain crée encore sa propre norme. Il y a un jeune motard qui arrive. Effectivement, il n'avait pas de rétroviseur. Le policier l'appréhende et lui met dans la cellule, donc ravit la moto. Quelques minutes après, un autre arrive, mais celui-là portait un chef du commissariat, c'est-à-dire qu'un responsable qui travaille là-bas. Et fait troublant, la moto où arrivait le responsable au commissariat-là, donc un chef policier, n'avait pas aussi de rétroviseur. L'objectivité exigeait que le moteur aussi soit arrêté, parce que c'est la règle de droit. Pas besoin de rappeler qu'elle est impersonnelle. Et j'étais là à côté. Il y a le premier qui se plaint, il dit, bon, monsieur l'agent, vous m'avez arrêté, pas de problème, je suis en infraction, considérant comme cela. Mais lui aussi, il est en infraction. Et le policier qui lui dit, lui, il vient avec le chef, il est venu avec le chef. Comme si venir avec le chef, c'était une exonération objective de l'infraction. Vous voyez l'état de notre police aujourd'hui. Une police irresponsable. Venons au gouvernement, madame. Pourquoi nous disons que les Congolais ne peuvent rien attendre de ce gouvernement? Que ce soit dans le mode de sa configuration. Un gouvernement qui est formé par accointance politique.
Un gouvernement formé par connivence. Un gouvernement formé donc par appartenance familiale. Aujourd'hui, le gouvernement, c'est une épicerie familiale. C'est une retrouvaille d'amis. Pensez-vous qu'on exige des résultats lorsqu'on se retrouve entre amis? Est-ce que nous avons aujourd'hui cette hauteur sociologique de sanctionner même son ami? Il y a matière à craindre. Donc, c'est l'emballage qui a été changé, le gouvernement actuel. Le produit reste le même. Et surtout, un fait qui nous trouble avec la lecture que nous faisons politique et juridique. Vous savez, le Premier ministre actuellement vit dans ce qu'on appelle un monocéphalisme pratique. C'est-à-dire, il y a une omniprésence présidentielle qui relègue le Premier ministre à un rôle d'intendant, celui qui est chargé d'administrer le gouvernement. Alors que la Constitution est claire. La Constitution donne au Premier ministre le pouvoir de gouverner. Raison pour laquelle il est responsable à l'Assemblée de la politique économique et sociale de notre pays. Mais le Premier ministre, moi je suis même dubitatif qu'il intervienne dans la composition du gouvernement. Je ne crois pas. La preuve, est-ce que le Premier ministre aujourd'hui est chef de la majorité parlementaire? La majorité parlementaire du régime actuel? Pas du tout. Mais vous pouvez pas être Premier ministre si la majorité parlementaire du président de la République au pouvoir n'est pas sous votre charge. Nous allons évoluer, cher monsieur, dans ce débat sous le tapis. Au regard de tout ce que vous venez d'évoquer, comment le gouvernement doit-il s'y prendre pour que l'accélération de la marche vers le développement ne soit pas un simple slogan, mais une réalité politique, une réelle politique? Bon, madame, pour que ça soit une réalité, si vous voulez, il faut d'abord procéder par l'éthique. La moralité, c'est le problème de la gouvernance actuelle. Ça nous manque? Oui, ça manque. D'abord, ça, c'est l'élément essentiel de la gouvernance. Parce que, comme l'a dit mon co-débatteur ici, vous avez aujourd'hui des gens qui se croient au-dessus de la mêlée. Mais c'est pas aussi la faute du Premier ministre. Parce que lorsque vous faites une analyse sociologico-juridique de notre Constitution, c'est une Constitution personnalisée autour du président de la République. Autour du président de la République. Le Premier ministre ne représente absolument rien parce qu'il peut être dégagé à tout moment. Voyez-vous, madame? Donc, si réellement on veut qu'il y ait changement, d'abord, c'est comme l'a dit madame Abiala. Nous avons parfois du mal à faire des propositions parce que lorsque vous êtes en face d'un gouvernement où ce que Max Weber appelle par la reproduction sociale des élites politiques, vous avez aujourd'hui des enfants, des anciens amis, ainsi de suite. Mais vous aurez du mal à les sanctionner. C'est naturel, madame Abiala. Moi, aujourd'hui, si j'ai mon fils qui est dans mon cabinet et qu'il commet une faute, il est difficile pour moi en tant que père de le sanctionner parce que il y aura toujours... Mais alors que dans la gestion de la chose publique, c'est la rationalité qui doit primer. Mais madame, si nous voulons que les choses changent avec ce gouvernement, si le président Sassou le veut réellement, il faut qu'il y ait de la volonté politique. Et ensuite, il faut lutter contre la corruption. Mon co-débatteur ici a parlé de la haute autorité, la lutte contre la corruption. Mais moi, j'ai rédigé mon mémoire dont le thème est la répression de l'enrichissement illicite en République du Congo. J'ai mené des recherches là-dessus. Mais parfois, il y a des rapports. Mais je suis allé au parquet de la République, j'ai mené des recherches, madame. On vous dit que depuis que nous sommes ici, on n'a jamais vu un rapport provenant de la haute autorité, la lutte contre la corruption. Pour engager une telle action contre un tel dignitaire du pouvoir ou contre un tel agent public de l'État. Ce ne sont que des mini-frétins. Quand c'est des mini-frétins, on veut faire une opération de communication telle que je le vois avec le ministre de l'Intérieur. Je dis, mais je rigole. Je rigole quand on dit, bon, on a mis aux arrêts les agents publics de l'État qui étaient dans la conception de passeports. Mais madame, quand vous allez là-bas, vous voyez ces agents. C'est même pas des agents publics de l'État. Certains sont des vendeurs de viande de brousse à la préfecture. Certains sont des chauffeurs, ainsi de suite. Ce ne sont pas les agents publics de l'État. Donc, madame, c'est triste lorsque vous voulez gouverner un pays on ne dirige pas un pays par décret ou par slogan. Il faut qu'il y ait des faits. Oh, malheureusement, dans l'habitus de ce gouvernement, dans la trajectoire politique de ce gouvernement, il est difficile que nous procédons vers le changement. Pourquoi? Parce que, le président Sassou ne sanctionne jamais. Vous êtes pessimiste? Je suis un pessimiste avec ce gouvernement. Le président Sassou ne sanctionne jamais.
Dites-moi, madame, depuis que vous êtes ici, vous avez déjà suivi la sanction d'un ministre qui a détourné l'argent qu'on a envoyé devant la haute cour de justice. Donnez-moi l'exemple. Si vous avez l'exemple, on arrête le débat. Malheureusement, il n'y a pas d'exemple. Or, nous savons tous ici qu'il y a des ministres qui sont du gouvernement, ils ont détourné les fonds ici et là, dans les différents ministères. Mais malheureusement, pour des raisons de stratégie politique et de domination, on ne peut pas engager une action publique contre ces gens-là. Raison pour laquelle ils sont fidèles au président de la République, mais c'est une fidélité circonstancielle parce qu'on a peur de dire des choses, parce qu'on sait que si on dit j'ai un dossier noir là-bas, le président peut sortir ça et m'envoyer derrière les barreaux. Malheureusement, Madame Abiala. Monsieur Kanza, ce quinquennat se veut être pragmatique, mesurable, voire du changement. Que doit faire le gouvernement pour aller vers l'accélération de la marche vers le développement? Merci, madame. Le développement au stade actuel ne peut pas être atteint. Fait objectif. Du moins, nous pouvons créer les conditions de son espoir, parce que l'impossible n'est pas possible. Alors, commencez d'abord par être patriote, comme a dit Monsieur Fouti, le conseiller Fouti. Il faut être patriote. Le patriotisme exige un résultat envers soi-même. Comprendre que nous travaillons pour le pays. Parce que tous les chantres du pouvoir aujourd'hui, si le pays avait avancé, mais c'était pas eux d'en faire la communication pompeuse, mais c'était au peuple de le témoigner. Parce que le souverain primaire, c'est le patron en démocratie. Et le souverain primaire aujourd'hui est mécontent. Le souverain primaire est mécontent. Bien sûr, bien sûr. Avec le mouvement Les Mécontents. Et nous sommes convaincus qu'au Congo, personne ne peut être content avec la gouvernance actuelle. Je vous fais même une petite... Je vous donne un scoop. Nous considérons même le président de la République n'est pas content. Parce que le président, une fois dit, il ne dort pas pour payer les salaires. Alors, si un président de la République, si le chef de l'État ne dort pas pour payer les salaires ou les traitements, il est mécontent. Nous, on peut être content, lui aussi n'est pas content. Effectivement, il est mécontent. Commencez par être objectif. Savoir que nous travaillons pour la survie de cet État. Parce que nous n'avons que quelque chose en commun, c'est cet État. Ne prenons pas des décisions à l'emporte-pièce. Vous voyez, il y a une actualité, c'est l'exonération des visas ou des ressortissants proches de notre État. Mais je vais dire, moi, c'est une décision qui n'a pas été assez réfléchie, je considère. Ceux qui sont dans le pays ne sont pas pris en charge de manière effective. À telle enseigne que tout Congolais aujourd'hui veut partir. Vous savez, c'est dangereux pour des concitoyens, des citoyens d'un État qui ne veulent plus rien entendre de ce pays. Allez vérifier chez les jeunes dans la rue. Tout jeune veut partir. Nos parents partaient pour revenir travailler, mais les jeunes aujourd'hui veulent partir pour ne plus revenir. Donc, on a même réussi à anéantir le rêve congolais. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, je ne suis pas contre moi, mais soyons objectifs. Peut-on aujourd'hui adopter des politiques migratoires, faire de notre Congo, de notre pays, une pompe aspirante pour ceux qui viennent? Est-ce qu'on a pris en compte les répercussions sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique? Je pense que le président de la République devait davantage reviser cette décision. Donc, madame, être patriote exige qu'on ait d'abord des résultats à attendre envers soi-même. Respecter les textes, c'est la moindre des choses. Parce que le texte, madame, a une vocation préventive. Nous ne pouvons jamais aller plus loin si nous faisons toujours des alternatives au texte. Le texte, pour moi, qui a appris un peu de droit, le texte prévoit lui-même son exception. Nous avons dans ce pays des virages qui sont catastrophiques. On a exécuté des citoyens sans procès. Paraît-il. Oui, mais si c'était hors la loi, vous savez, madame... Mais ils sont présumés innocents. Bien sûr, mais même pas ça, maître. Mais vous savez, le général de Gaulle disait une chose importante, madame. Le rôle d'un État, le rôle sacré d'un État, c'est faire triompher l'ordre sur l'anarchie. Effectivement. Vous ne me direz pas que au Congo, il y a plus de violence qu'en France. Ah non, c'est un sujet brûlant en France. La sécurité des Français. Monsieur Gonza, est-ce que vous cautionnez le banditisme? Parce que le président de la République veut lutter contre le phénomène du banditisme. Là, madame, je suis d'accord. Quelles sont les causes du banditisme? S'il vous plaît, avant d'avoir les causes, maître, nous ne cautionnons pas le banditisme, mais
Le président de la République a aussi l'obligation de respecter un texte. Effectivement. C'est ça la démocratie. D'où le principe, nul n'est au-dessus de la loi. Pas même le gouvernement. Si la Constitution est claire, madame, la Constitution interdit la peine de mort. C'est-à-dire ce que l'on peut vous reprocher, aussi gravissime que ce soit, vous n'aurez pas comme sanction la mort. Encore une mort sauvage. Effectivement. C'était un mépris total, une négation de l'état de droit. Parce que, madame, la question que je vais vous poser, comment le gouvernement justifie-t-il que certains Koulouna aient bénéficié d'une réinsertion à Aubéville Social, oui. et d'autres ont été tués? Qui a mesuré le degré Et monsieur Kanza, j'ajoute là-dessus, madame Abiala, ça ne doit pas donner l'accès aux gens de casser les maisons des gens. Bien sûr. Aujourd'hui, vous pouvez imaginer combien de familles aujourd'hui traînent dans les ruelles de Brazzaville. Bien sûr. Mais il y a des solutions à adopter Très par bien. rapport à ces mesures. Parce que cette constitution... Tout à l'heure, vous ne faites que souligner des solutions. Ça peut être aussi l'une des solutions que le gouvernement a vu de mettre en place. C'est ça aussi, l'une des solutions. La réaction sociale telle qu'on a fait au bébé. Fallait commencer par ça. Commencer par ça. Parce que il n'est jamais trop tard de rectifier le tir. Il n'est jamais trop tard de rectifier le tir. Il faut qu'on se dise des vérités dans ce pays. Cette constitution a été adoptée par le président de la République lui-même. Bien sûr. Qui a soumis cela au référendum. Il a prêté serment. Il a prêté serment. Pourquoi? Mais parce que la constitution de 2001 ne lui donnait plus accès de briguer la magistrature suprême. Et quand il change la constitution, c'est sous sa gouvernance qu'on a aboli la peine de mort. Très bien. Comment voulez-vous une chose et son contraire? Et son contraire. Parce que si vous voulez que dans ce pays qu'on procède par les exécutions sommaires, parce qu'on pense que c'est une meilleure façon de régler le banditisme urbain dans un État, je n'ai vu nulle part, sauf aux États-Unis qui n'a pas aboli la peine de mort, et dans un État de droit, et vous vous dites que vous êtes républicain, vous êtes quelqu'un qui doit respecter des textes, mais il faut respecter la même conscience que vous avez fait adopter auprès du peuple, même s'il y a eu la tricherie là-dessus. Il y a même une cérémonie spéciale. Et voilà. Donc, moi, je pense que sur ce point, on a échoué. Voilà. Et on devait procéder par la réinsertion sociale telle qu'on fait aujourd'hui à Aubéville. Il faut former ces jeunes-là, madame Abiala, parce qu'il y a beaucoup d'effets. Je ne sais pas, peut-être vous ne suivez pas le procès de ces jeunes, mais lorsque vous suivez l'instruction de ces dossiers, vous allez voir que la plupart de ces jeunes-là, ils vivaient chez les grands-mères. Très bien. C'est des enfants orphelins qui n'ont pas bénéficié de l'instruction telle que nous et vous. Très bien. Et lorsque vous faites une analyse approfondie, et parmi ces jeunes Koulouna, rares sont ceux qui ont le bac. Rares. Oui. Et ceux qui ont même le niveau universitaire. Madame Abiala, vous pensez que moi et toi, tel qu'on a fait l'université Marien Ngouabi, en dépit du fait que nous avons étudié dans des conditions extrêmement difficiles. Très bien. On peut aller dans la rue, tuer les gens. Pas du tout. Vous Madame, êtes sûr? Permettez-moi de conclure, parce que vous m'avez posé la question. Puisque nous arrivons presque à la fin de notre émission ce soir. Oui, allez-y. Sur les solutions. En une minute. Très bien. Donc, il faut que l'État arrive d'abord lui-même à respecter ses textes et que l'État se fixe des objectifs. Le tout politique, le pouvoir pour le pouvoir, nous conduit à des conséquences qui sont aujourd'hui graves pour le pays. Respecter les textes, s'exiger des objectifs et être patriote. Mettre la personne nécessaire aux responsabilités nécessaires. Vous savez, madame, vous nous posez la question de savoir, vous faites la critique permanente, mais quelles sont vos propositions? Nous, dans notre parti Debout pour le Congo, les mécontents, nous avons écrit tout un livre que nous avons appelé Méthode, où nous avons dit point par point ce qu'il fallait faire avec humilité pour tel problème. Mais vous avez une classe... Les Congolais ont eu l'occasion de consommer ce livre. Les Congolais objectifs ont lu, mais vous avez un gouvernement qui tient même pas compte des propositions. Des propositions. Nous sommes l'un des rares partis politiques à avoir fait, madame, dans ce pays. Ce qu'on entend... Votre parti politique a fait quoi? Ce qu'on entend par le contre-budget. Le contre-budget, nous l'avons fait dans ce pays. Nous avons fait des propositions objectives. Nous avons écrit au Premier ministre. Nous avons écrit à toutes les institutions de la première ligne. Est-ce qu'on a tenu compte de nos propositions? Pas du tout. Récemment, nous avons écrit au niveau des institutions pour plaider, par exemple, la situation des jeunes. Vous savez que la SNPC est une société, est une entreprise publique. Mais combien de jeunes Congolais travaillent là-bas, madame? Du moins, ceux qui y travaillent, y arrivent comment? Comment? Par quel mécanisme? Donc, les Congolais ne sont même plus confiants et ne jouissent même pas de la fierté d'être Congolais. Et ça, c'est gravissime, madame. Surtout le plan, c'est vérifiable. Le sport, partout, c'est vérifiable. Si vous demandez à un Congolais de suivre un match du Congo,
Ben, je pense que vous n'auriez pas fini votre phrase. Vous regretterez même cette phrase. Mais c'est grave, madame. C'est grave. Mais il suffit de lire les archives du sport dans notre pays. Vous verrez que des cadres comme le ministre Opima ont laissé des solutions importantes secteur par secteur. Qu'est-ce qu'on en a fait? Donc, ce ne sont pas des solutions qui manquent. C'est plutôt la volonté politique. Effectivement, la volonté politique. Madame Abela, moi, je voulais ajouter un fait parce que vous pensez que nous, on fait pas on fait pas des propositions de solutions pour la gestion de notre pays. Nous le faisons. Mais bien sûr, parce que nous sommes en face d'une gouvernance qui est arrogante. Les gens n'écoutent pas. Lorsque vous allez dans les dialogues, Madame Abela, les opposants proposent des solutions, même dans les recommandations. Mais malheureusement, ces recommandations ne sont pas mises en exergue par ce gouvernement qui est imbu de lui-même. Voilà. Au-delà du fait que nous savons tous comment ils arrivent au pouvoir, dans la tricherie, ainsi de suite. Parce que si réellement, lorsque vous gérez un État comme le Congo, un État qui est pratiquement en situation de paiement, il faut qu'il y ait l'humilité d'écouter les autres. À un moment donné, il faut s'asseoir, dire, bah, écoute, nous, on a faussé. Qu'est-ce qu'on peut faire? On fait des propositions. Et lorsque les autres font des propositions, il faut mettre ces propositions-là en exergue. Et malheureusement, ils se disent que nous avons le pouvoir, nous avons le droit de faire tout ce que nous voulons, raison pour laquelle le pays est en déroute, Madame Abela. Mais la première proposition ici, pour moi, c'est d'abord le patriotisme. Il faut que nous aimons le pays. C'est d'abord ça. Deuxièmement, il faut que nous puissions mettre nos intérêts de côté. Il faut privilégier la République. Bien sûr. Madame Abela, vous imaginez dans un pays comme le nôtre, les gens meurent ici au CHU parce qu'on ne peut pas opérer. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans les hôpitaux privés ici, mais si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas aller à Mongali, c'est là où vous connaissez. Les Congolais le savent. C'est impossible. Mais créons des conditions pour le Congolais lambda, pour le bas peuple, qui n'a même pas parfois 1000 francs pour acheter même le paracétamol. Oui. C'est ça le social. Et d'ailleurs, nous sommes en face d'un parti politique qui a pour idéologie la social-démocratie. Mais lorsque vous avez pour idéologie la social-démocratie, oui. Mais c'est d'abord le social des Congolais qui devait être une priorité. Mais lorsque vous allez au marché... Nous avons des gouvernants qui s'enrichissent. Au détriment de l'État. Voilà. Et il y a certains qui sont même plus riches que l'État. Et qui narguent même le peuple. Qui sont plus riches que l'État. Dans un pays sérieux, Madame Abela. Vous avez des gouvernants qui narguent le peuple. Dans un pays sérieux, Madame Abela, lorsque vous avez quelqu'un qui a été nommé à une responsabilité, moi, j'ai soutenu mon mémoire sur la répression de l'enrichissement illicite. On oblige à chaque citoyen congolais, lorsque à la prise de chaque fonction, de faire la déclaration des biens. Mais ils ont essayé de faire ça, je sais pas si en 2022-2023, une opération de communication. Depuis là, on le fait plus. On venait de nommer les nouveaux ministres ici. Ils ont fait leur déclaration de biens. Parce qu'il faut faire la déclaration de biens à l'entrée et à la sortie. Lorsque vous lisez la loi de 11 mars 2022 sur la corruption, la concussion et d'autres infractions assimilées, c'est précisé dans la Constitution. Vous lisez la loi qui règle aujourd'hui la haute autorité de la lutte contre la corruption. C'est dit dans cette loi. L'objectif, c'est la moralisation de la vie politique. Est-ce qu'on le fait? On le fait pas. Pas du tout. Nous sommes en face d'une gouvernance qui ne respecte pas les textes de la République, mais ce sont des textes qu'ils ont adoptés eux-mêmes. L'objectif, c'était quoi? C'était de faire plaisir à l'FMI, pour faire croire à l'FMI qu'au Congo, il y a la transparence, il y a la bonne gouvernance, il y a des institutions de lutte contre la corruption. Au fond, il n'y a rien. C'est ça. Nous ne le disons pas, Madame Abela, il faut que ça soit clair. Nous ne le disons pas parce que nous n'aimons pas le président Sassou. C'est faux. Nous aimons notre pays, nous voulons que les choses changent. Mais malheureusement, ce gouvernement ne manifeste aucune volonté de changer le pays. Ils sont plus dans les discours que dans les actes. C'est ça le problème. Merci bien, cher monsieur. Petit à petit, nous arrivons presque à la fin de notre débat de ce soir sous le tapis. Une dernière question avant de nous séparer. Le gouvernement n'a que 5 ans pour réaliser l'ensemble des engagements pris. Est-ce que cela est possible? Je commence avec vous. Oui, cela est possible parce que nous l'avons dit, le risque zéro n'existe pas. Cela est possible s'il y a de la volonté, s'il y a une prise de conscience. Mais vous savez, c'est comme on a dit tout au long de notre débat, la situation du pays est catastrophique. S'il fallait prendre le Congo à l'image d'un malade, je pense que le service médical où il fallait l'assigner, c'est peut-être le service des soins intensifs. Donc, dire cela, ben oui, dire cela, madame, ça vous fait rire, mais c'est ça. C'est peut-être aux soins intensifs. Les soins intensifs nécessitent donc de la rigueur. Le Congo n'est pas aussi malade que ça. Si, madame, vous dites c'est malade.
Madame, mais c'est grave ce que vous dites. Nous constatons une désagrégation morale dans ce pays. Vous savez que la population congolaise est essentiellement jeune. Nous avons aujourd'hui l'incidence de contamination du VIH la plus élevée dans la sous-région. Mais c'est grave. Mais lesquels vont construire ce pays? Une jeunesse malade. Nous avons aujourd'hui une jeunesse qui se prostitue pour les jeunes filles. Nous avons aujourd'hui des rapports sexuels permanents des adultes avec des petites filles. Ces petites filles qui ne le font pas au gré de leur volonté, mais incitées, coincées par la souffrance, l'extrême pauvreté. La pauvreté dans notre pays est à 50%, madame. Le chômage à 49%. Et vous considérez ce pays-là ne doit pas être mis aux soins intensifs? Oui, vous avez des responsables qui ne sont pas fiers de leurs propres institutions. Combien des enfants de nos dirigeants sont admis? Ils vont se soigner à l'étranger. Ils sont admis dans nos établissements publics ici, madame. Le CHU a un problème même d'électricité. Vous considérez que le CHU, c'est pas n'importe quel hôpital. C'est un centre hospitalier universitaire. Ça veut dire que elle a même l'autorité scientifique de trouver des solutions sur certains mots, sur certaines pathologies que les Congolais peuvent connaître. Les Congolais ne sont pas fiers de leur santé, de leur prise en charge en matière sanitaire. Les Congolais ne sont pas contents de leur sécurité, madame. Les Congolais ont du mal à se loger. Quelle est la conséquence de la politique sociale? Les Congolais n'ont pas confiance. On augmente, un fait important, on augmente le budget de l'armée. Nous ne sommes pas en guerre. C'est incroyable. Et sans faire des fils d'idées, madame Abiala, excusez-moi, sans faire des fils d'idées, vous avez ici les maisons sociales qu'on a construites ici et là à Ebina, Oui. à Bakongo. Les maisons sont vendues à 80 millions ou plus, madame Abiala. Quel est le revenu du Congolais? Quel est le revenu du Congolais? Qui peut se Même un permettre... professeur d'université qui est le mieux payé au Congo. D'ailleurs, il n'est pas payé, le professeur d'université. Il va aller prendre la maison comment? Même le magistrat, comment il doit faire? Il faut procéder, il faut être dans la corruption pour acheter une telle maison. Seuls les hommes politiques de tout D'accord. Permettez, madame, permettez. 30 secondes, madame. Allez-y. Et ça, c'est un problème capital. Nous avons un État qui a du mal même de rendre fier son élite scientifique. Nos professeurs d'université, comment vivent-ils, madame? J'ai lu une fois sur les réseaux sociaux une affiche où on faisait une publicité d'une maison à louer. On a dit, sauf les enseignants d'université, les agents d'université. Et ceux qui travaillent à l'Assemblée nationale. Parce que on se dit que ces gens-là ne sont jamais payés. Ils pataugent de raison en raison. Mais on insulte notre élite. Mais si on insulte notre élite, on tourne le dos à notre élite, lesquels trouveront des solutions? Lesquels formeront les jeunes? N'allons pas nous retomber dans la tyrannie de la violence, qui est ce qu'on appelle phénomène Koulouna, que moi je considère la conséquence d'une oisiveté, d'un manquement de l'État à ses devoirs. C'est de la tyrannie des instincts. Merci bien, monsieur Kanza. Monsieur conseiller, à vous. Bon, madame Abiala, c'est comme je vous ai dit que la solution première, rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, de nature, je suis quelqu'un qui est optimiste dans tout ce que je fais. Je pense que nous avons la possibilité de changer notre pays. Mais il faut d'abord commencer par changer le paradigme. C'est ça, il faut faire le bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ensuite, les hommes. Parce qu'il y a un adage populaire qui dit de chez nous que le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Vous ne pouvez pas diriger un pays comme le nôtre, où vous avez des acteurs qui sont là depuis 1963. Ils sont là. Et vous avez des gouvernements qui ont fait plus de 20 ans au pouvoir. Mais les choses ne fonctionnent pas. Mais chaque fois qu'il y a remaniement, c'est les mêmes acteurs qui sont là. Mais qu'est-ce que vous attendez comme changement, madame Abiala? Il faut qu'il y ait le patriotisme. Il faut qu'il y ait de la volonté politique. Mais la volonté politique ne se limite pas au discours. Le président Sassou est très fort lorsqu'il rédige son discours. En tout cas, son conseiller, là, il est très fort dans la rédaction des discours politiques. Mais ça ne suffit pas. Machiavel disait dans Le Prince, madame Abiala, un homme politique, on ne le juge pas par rapport à ce qu'il dit, mais par rapport à ce qu'il fait. Et ce sont des faits qui font de sorte que le pays avance. Mais malheureusement, nous allons de discours en discours, de slogan en slogan. J'ai fait même un travail ici avant de venir, madame Abiala, pour répertorier les différents projets de société du président de la République. En 2002, on nous parle de nouvelle espérance. Le collaborateur l'a dit ici. 2009, le chemin d'avenir. Ça veut dire qu'on avait un avenir meilleur. 2016, allons plus loin ensemble. On va aller plus loin ensemble.
Après 2021, ensemble poursuivons la marche vers le développement. De Et la là, nous marche. sommes l'accélération de la marche vers le développement. J'ai quand même Mais rigolé. où on en est d'abord? Mais nous sommes dans l'accélération quand même. Aimons le pays. Et ensuite, madame, il faut lutter contre la corruption. C'est la corruption qui tue ce pays. Aujourd'hui, vous avez un système de gestion qui est plus dans la corruption que dans la gestion rationnelle du pays. Vous avez des agents publics de l'État qui détournent les fonds publics de l'État au vu et au su de tout le monde. Vous allez dans les administrations congolaises aujourd'hui, la corruption est devenue systémique. Si vous n'êtes pas dans cette logique-là, Madame Abiala, vous êtes un mauvais... J'ai même rigolé ici Vous devenez le ennemi. jour... J'ouvre une parenthèse, puis je la ferme tout de suite. J'ai même rigolé ici le jour où vous avez reçu quelques élèves de l'ENAM ici, Madame Abiala. Mais je suis sorti de l'ENAM. Mais moi, aujourd'hui, je félicite le nouveau directeur qui fait un travail énorme pour redonner une image essentielle de cette école qui forme les élites de ce pays. Je suis passé par là. Mais vous avez des gens qui vont à l'ENAM. D'abord, pour entrer à l'ENAM, c'est par la corruption. Et ensuite, lorsqu'ils ils sont là pendant les examens, il y a des gens qui ne travaillent pas, surtout les fonctionnaires. Ils font des cotisations 2000 ou 3000. Ils donnent aux surveillants dans les salles de classe. Et les surveillants, au lieu de surveiller les élèves de l'ENAM, eux, ils surveillent les agents de la scolarité. C'est ça la réalité à l'ENAM. Je suis passé par là. C'est mon école. Mais c'est une meilleure école qui forme les élites parce que l'ENAM a transformé. Mais vous avez des brillants élèves ou encore des étudiants qui sortent de l'ENAM. Il y a des brillants. Mais il faut dire aujourd'hui, sur 100%, 80% sortent de là, il n'y a rien. Parce qu'il y a de la corruption. Il faut régler ce problème-là. Mais c'est le travail de tous, le travail des partis politiques, le travail des gouvernements, le travail des institutions étatiques telles que la haute autorité, la lutte contre la corruption. C'est le travail du parquet. On ne doit pas seulement engager l'action publique pour des mini-frétins. Le procureur a la possibilité de s'auto-saisir lorsqu'il y a même la clameur publique. Mais malheureusement, c'est comme le disait un procureur, un Mongofi qui a écrit sur le devoir d'ingratitude. Mais malheureusement, nous avons aujourd'hui les agents publics qui ont peur d'engager l'action contre ces agents publics de l'État qui sont en déroute de la loi de notre pays. Merci beaucoup. C'est par ces mots que nous mettons fin à notre débat de ce soir sur le tapis. Merci à vous d'être passés sur le plateau de ce nouveau programme de Tcheleka Média. On se dit à très bientôt pour un autre débat et nous vous prions de partager le contenu, de liker et surtout commenter. Tcheleka Média aura le plaisir de recevoir bien évidemment d'autres débatteurs sur ce plateau de Sous le tapis. Malheureusement, nos invitations des gens ont pour habitude de décliner l'invitation. Nous vous implorons de venir débattre des sujets qui sont les sujets de notre pays, les sujets qui touchent même le quotidien des Congolais. On a besoin de vous, des sachants, des intellectuels. Venez Tcheleka Média, la porte est ouverte pour débattre. Au revoir, portez-vous bien.